J'ai passé 10 ans dans le corps des Marines, 4 ans à travailler avec l'Air Force en tant que civil, à faire des tests de vol expérimentaux sur des avions depuis mes années dans les Marines. J'étais pilote dans l'armée, pilote de chasse. J'ai combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale et pendant le conflit de Corée. Après ma sortie du corps des Marines, j'ai pris un poste avec l'Air Force à Wright-Patterson. Pendant que j'étais à Wright-Patterson, j'ai été approché par un individu. Je ne vais pas mentionner son nom, pour savoir si je voulais travailler dans un domaine de choses nouvelles et créatives. Et apparemment, c'était le simulateur volant dont il s'agissait. Ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient sélectionné plusieurs d'entre nous et ils m'ont réaffecté à Link Aviation, qui était un fabricant de simulateurs à cette époque. Ils construisaient ce qu'on appelait le C-11B, le simulateur F-102, le simulateur B-47 et ainsi de suite. Et ils voulaient qu'on acquiert de l'expérience avant, qu'on commence vraiment à travailler sur le simulateur de disque volant, sur lequel j'ai passé une trentaine d'années à travailler. Donc il y avait des simulateurs de disques volants? D'après vous, quand est-ce qu'ils les ont eus pour la première fois en service? Je ne crois pas qu'ils les avaient en service avant la fin des années 50, vers 62 ou 63 je crois. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que le simulateur n'était pas vraiment fonctionnel avant 1958 environ, quand le simulateur était réellement opérationnel. Le simulateur qu'ils ont utilisé, ou plutôt l'engin qu'ils ont utilisé pour le construire, qui faisait 30 mètres, c'est celui qui s'est écrasé en Arizona, à Kingman, Arizona, en 53 ou 52. Je crois que c'était en 53. C'est celui qu'ils ont utilisé. C'est le premier qu'ils ont amené au site d'essai. C'était un engin piloté que les extraterrestres voulaient présenter à notre gouvernement aux États-Unis. Il s'est posé à environ 25 km de ce qui était autrefois une base aérienne de l'armée. Je ne me rappelle plus du nom. Mais cet engin en particulier avait des problèmes. D'abord, il fallait le charger sur une remorque pour le monter jusqu'à la zone 51. Il ne pouvait pas le faire traverser le barrage à cause de la route. Ils ont dû mettre des barres pour lui faire traverser le fleuve Colorado à l'époque. Et ensuite le faire monter jusqu'à là où les gens vont maintenant, sur la 93 jusqu'à la zone 51, qui était en pleine construction à cette époque, et le faire descendre sur ces chemins de terre, jusqu'à cette zone particulière du site d'essai. Il y avait 4 extraterrestres à bord de cet engin, et ces extraterrestres ont été envoyés à Los Alamos, essentiellement pour... C'était une sorte de test. Ils ont aménagé Los Alamos avec une zone particulière pour ces gars-là. Et ils ont placé certaines personnes avec eux. Des gens qui, vous savez, étaient astrophysiciens, des scientifiques en général, pour leur poser des questions. La façon dont l'histoire m'a été racontée, il n'y en avait qu'un qui acceptait de parler à n'importe lequel de ces scientifiques qu'on avait mis dans le labo avec eux, seulement un seul des extraterrestres. Les autres ne voulaient parler à personne, même pas avoir de conversation avec eux. Au début, ils pensaient que c'était tout, vous savez, de la perception extrasensorielle. Ou, je ne trouve pas le mot. De la télépathie? Oui, de la télépathie mentale. Tout ça, pour moi, c'est plutôt une blague, parce qu'ils parlent vraiment. Peut-être pas comme nous, mais ils parlent et peuvent converser. La différence entre cet appareil et le disque, ou les autres disques qu'ils avaient examinés, c'est que c'était une conception beaucoup plus simple. Dans le simulateur, il y avait une seule chose de différente. La chose que Lazare appelle le réacteur. On n'avait pas de réacteur, on avait une chose. On avait quelque chose qui ressemblait au réacteur. Mais ce n'était pas la chose avec laquelle on faisait fonctionner le simulateur. On fonctionnait avec 6 grands condensateurs qui étaient chargés à 1 million de volts chacun. Ça faisait 6 millions de volts dans ces condensateurs. Ce sont les condensateurs les plus grands jamais construits. Ces condensateurs en particulier, ils tenaient 30 minutes. Donc on pouvait vraiment manœuvrer les commandes et faire ce qu'on avait à faire pour faire fonctionner l'appareil, le simulateur. On n'avait que 30 minutes, et la raison pour laquelle il était conçu, comme sur la photo que je vous ai montrée, c'est parce qu'en fait,
Quand il était en marche, il se soulevait de la base d'une certaine hauteur. Il pouvait vraiment se soulever et pivoter d'un certain nombre de degrés, à gauche, à droite, ou comme vous voulez. Mais dans le simulateur maintenant, vous remarquerez qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité, n'est-ce pas? Et pareil pour le vrai vaisseau, pas de ceinture. Vous n'avez pas besoin de ceinture, parce que quand vous volez à l'intérieur d'un de ces engins, à l'envers, il n'y a pas à l'envers, comme dans un avion ordinaire. Vous avez votre propre champ gravitationnel à l'intérieur. Donc, si vous volez à l'envers, pour vous, vous êtes à l'endroit. Êtes-vous déjà rentré dans l'engin? J'étais dedans pour le lancement, oui. Comment est-ce qu'on regarde à travers les hublots de ces engins? En fait, on ne regardait par aucun hublot. Il n'y en avait pas. Le seul endroit où on avait une visibilité, c'était grâce à des caméras et des systèmes vidéo de l'époque. C'était dans la tourelle. Mon rôle, c'était le poste de pilotage et les instruments du poste de pilotage. Je m'occupais du champ gravitationnel et de ce qu'il fallait faire pour que les gens soient entraînés pour entrer dans cet engin et l'opérer. Vous seriez malade ou désorienté en moins de 2 minutes après y être entré et que ça décolle. Ça prend beaucoup de temps à cause de l'espace et de son exiguïté, juste pour lever la main. Ça devient compliqué. Il faut être entraîné, préparé mentalement pour accepter ce que vous allez ressentir. Donc il y a une certaine distorsion perceptive. Il y a beaucoup de distorsions, oui. Au bout d'un moment, on s'habitue et c'est simple. Vous devez savoir où tout se trouve et vous devez comprendre ce qui va se passer dans votre corps. Ce n'est pas différent d'encaisser les forces G quand vous pilotez un avion ou quand vous sortez d'un piquet. Vous savez, ce genre de choses. Chaque ingénieur qui avait participé à la conception faisait partie de l'équipe de démarrage pour vérifier que tout ce qu'ils avaient mis en place fonctionnait bien. Est-ce que nos équipages de vol ont déjà emmené un de ces disques dans l'espace? Vous savez, je ne sais pas. Le gros problème avec le disque, c'est que sa conception est tellement exigeante et tout le reste, qu'on ne peut pas l'utiliser comme on utilise les avions aujourd'hui, avec des largages de bombes et des mitrailleuses sur les ailes, ce genre de choses. La conception est tellement précise qu'on ne peut rien ajouter. Ça doit rester tel quel. Il y a un gros problème dans sa conception et où les éléments sont placés, disons, comme par exemple où est le centre de l'appareil, même le fait qu'on l'ait surélevé de 90 cm pour que les gars les plus grands puissent y entrer. L'appareil lui-même a été rallongé pour revenir à sa configuration originale, mais en étant réellement surélevé. On a eu une longue période d'introduction avant de rencontrer, vous savez, une entité biologique, un extraterrestre. Moi, je l'appelle G-Rod. C'est comme ça qu'on l'appelait. Je ne sais pas si c'était son vrai nom ou pas, mais c'est le nom que le linguiste lui a donné. Il connaissait G-Rod. J'en ai fait un croquis de lui quand il était là, juste avant de partir d'une réunion. Je l'ai donné à des gens. C'était mon impression de ce que j'avais vu. Quel degré de contact avez-vous eu avec lui? Oh, il venait parfois avec Teller et quelques autres, de temps en temps, pour des questions qu'on pouvait avoir. Mais il faut comprendre que tout était propre au groupe. Si ce n'était pas propre au groupe, vous ne pouviez pas en parler. Le strict minimum? Le strict minimum. Il pouvait parler. Si vous parliez, il parlerait exactement comme vous, un peu comme un perroquet. Parfois, il essayait de vous poser une question. Souvent, c'était difficile de le comprendre. Quand vous dites qu'il y a eu une longue préparation avant de vraiment rencontrer cette personne, en quoi consistait la préparation avant de pouvoir avoir ce contact en personne? Tout d'abord, on a passé en revue toutes les différentes nationalités dans le monde. Et ensuite, ils sont passés aux autres formes de vie, même les animaux et ce genre de choses. Ce G-Rod avait la peau rosée, mais un peu rugueuse. Pour moi, il n'avait pas l'air horrible. Certains des gars qui étaient dans les groupes particuliers où j'étais, ils n'y sont jamais arrivés. En ce qui me concerne, quand ils posaient les questions psychologiques, j'y répondais simplement comme je le ressentais. Et j'ai eu aucun problème. C'est ce qu'ils voulaient savoir. Ça ne m'a jamais dérangé, vous savez. C'était pas grand-chose.
Alors, quel genre de conseils scientifiques donnait-il à ceux qui construisaient ou rétro-concevaient ces appareils? En gros, c'était uniquement des conseils d'ingénierie ou de science. Il y avait un livre qui n'est pas vraiment un document. C'est plus un grand recueil de différentes branches de la technologie gravitationnelle. Et l'élément clé là-dedans n'y était pas. Toute l'information n'y était pas. Parce que même nos gars, nos meilleurs mathématiciens et tout, n'arrivaient pas à comprendre certaines de ces choses. Pour chaque conception, il y a une exigence de calcul. On devait démontrer par les calculs que cet engin allait fonctionner. Et parfois, on se retrouvait dans une situation où on essayait encore et encore, et même en utilisant les formules pour arriver au résultat qu'il nous fournissait, ça ne marchait pas. Et c'est là qu'il intervenait, pour qu'on lui montre et qu'il nous dise où on s'était trompé. Aussi, on ne savait jamais vraiment combien on avait de ces engins. Les dernières, 40 ans ou 60 ans. Disons 40 ans en tout cas. Sans compter les simulateurs. Je parle des vrais engins. Il y en a probablement, peut-être 2 ou 3 douzaines, de différentes tailles. Qu'on a construit nous, ou qu'on a récupéré? Qu'on a construit. Je ne sais pas grand-chose sur ceux qu'on a amenés ici. Je connais celui de Kingman, mais c'est à peu près tout. Et je connais la compagnie qui l'a transporté de là-bas. Il y avait certaines raisons pour le secret, ce que je peux comprendre. C'est pareil pour la première bombe atomique qu'ils ont construite. Ils avancent tellement vite maintenant en conception aéronautique, et les gens ont commencé à visualiser et à percevoir certains aspects de conception qu'on retrouve dans des avions d'aujourd'hui. Et avec le temps, je vous parie que, au plus tôt en 2003, la majorité de tout ça sera divulgué et visible par tous. Peut-être pas de la façon que tout le monde attend, mais d'une manière qu'ils jugeront appropriée pour montrer à tout le monde « Regardez ce qu'on a ». Donc vous pensez, on est en 2000? Là, dans cet entretien, vous pensez que d'ici 3 ans, le public sera informé? J'ai dit ça il y a des années, 2003. La raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est parce que le document que j'ai signé prend fin en 2003. Et vous n'êtes pas le seul à l'avoir signé? Et je ne suis pas le seul.